Est-il trop tôt pour célébrer la fin de la démocratie? Entre les attentes et la réalité d'un régime politique en République démocratique du Congo. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Depuis le studio Fritz à Kinshasa, Constantin Grund. Et au menu d'aujourd'hui, nous avons prévu l'état de la démocratie en RDC, la gouvernance actuelle, les dynamiques politiques et bien sûr la situation du parti au pouvoir ici en RDC, l'UDPS. Une émission donc riche en explications, analyses et surtout des discussions tournées vers l'avenir. C'est cela que nous espérons aujourd'hui. Pour cette tour d'horizon, notre interlocuteur d'aujourd'hui, Dr Yves Bunkoulou, ancien ministre du Tourisme et de la Jeunesse, auteur du livre RDC, la destination surprise et actuellement président de la Ligue des jeunes du parti UDPS. Docteur, bienvenue au Studio Fritz. Merci. Nous salutations également aux auditeurs qui nous écoutent ici en RDC ou ailleurs en ce matin du 24 avril 2026. Les historiens le savent, ce n'est pas un jour comme les autres ici en RDC. Le 24 avril 1990, c'est plutôt une date charnière dans l'histoire du pays. Ce jour-là, le marshal Mobutu a annoncé des réformes politiques majeures, marquant la fin des 25 ans de règne du mouvement populaire de la Révolution, MPR, comme parti-État. Une date largement considérée comme le début de la démocratisation en RDC. Docteur Bunkoulou, quand vous y repensez aujourd'hui, quels souvenirs gardez-vous de cette journée du 24 avril 1990? C'est une date très importante, comme vous l'avez si bien souligné. C'est une date charnière dans la démocratisation de notre pays, parce que la République démocratique du Congo, à l'époque, Zaïre, a traversé une très longue période de dictature, et grâce notamment au combat mené par l'Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que plusieurs forces sociales du pays, parce qu'il faut quand même le rappeler, jusqu'en 1990, il y avait la suspension de toutes les activités politiques. Celle l'UDPS exercée dans la clandestinité depuis 1982. Après pratiquement 8 années de combat de dur labeur, le père fondateur de l'UDPS et des milliers de Congolais ont réussi à faire fléchir le maréchal Mobutu, qui a finalement accepté l'ouverture vers le multipartisme et le retour à la démocratisation du pays. Donc c'est une date pour nous, qui est une date importante, une date pleine de souvenirs, une date qui a aujourd'hui poussé la République démocratique du Congo à ce multipartisme pour lequel l'UDPS s'est battu. Vous étiez où vous-même le 24? Le 24 avril, je ne me rappelle pas parce qu'à l'époque, je n'avais que 6 ans. Et donc, je crois que si ce n'était pas un dimanche, c'est-à-dire que j'étais en ma classe de première année d'école primaire. Voilà, oh là là. Après la fin de la guerre froide, il y avait en quelque sorte une promesse quant aux acquis de la démocratie comme système de gouvernance, n'est-ce pas? Cette promesse a-t-elle été tenue en RDC? Elle est en train d'être tenue. Il y a la République démocratique du Congo, de plus en plus, est en train de s'ancrer dans la véritable démocratie. Et moi, j'estime que elle ne pourra pas avoir une limite. Pourquoi je le dis? La démocratie, j'aime beaucoup plus un propos de, de l'ancienne chancelière Angela Merkel. Une fois, je l'ai suivi dans le cadre de la commémoration de la chute du mur de Berlin. Elle a dit, en Allemagne, nous devons battre pour la liberté et la démocratie. J'étais très étonné. Je pensais que l'Allemagne avait déjà atteint la démocratie et la liberté. Et de la même manière, en République démocratique du Congo, je dirais que nous n'avons pas encore atteint la démocratie comme voulu, mais nous y travaillons et nous sommes sur la bonne voie. Parce que, au-delà du respect des cycles électoraux, il y a des institutions, il y a la séparation de pouvoir. En tout cas, nous sommes en train, petit à petit, de mettre en place tous les ingrédients pour une véritable démocratie et un état de droit dans notre pays. Est-ce que les Congolais confondent les promesses d'une démocratie et une promesse à la richesse? Je ne pense pas que le Congolais puisse confondre. Les Congolais ont déjà acquis une certaine maturité politique, il faut quand même le dire. Ils ont fait face à de nombreuses dictatures depuis l'époque du président Mobutu, l'époque du président Kabila père, du président Kabila fils.
C'était des époques de dur labeur, des époques de combat, des époques d'apprentissage. Je pense que le travail qui a été fait par l'opposition à l'époque ainsi que la société civile a permis aujourd'hui aux Congolais d'avoir une certaine maturité et à savoir juger. La richesse est séparée de la démocratie et les Congolais le savent très bien. Quels sont les défis donc actuellement pour mettre en place une véritable démocratie ici en RDC? Les défis sont énormes. Le premier défi, c'est un problème de mentalité. Je pense que nous avons un grand problème dans notre pays en ce qui concerne la mentalité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent des fois des termes, la liberté au libertinage. Il y a beaucoup de gens qui confondent également la démocratie à l'anarchie. Et je crois que nous, en tant que gouvernants, mais également la société civile, et j'en profite également pour féliciter la Fondation Frédéric Ebert pour le travail que vous faites dans le cadre de la formation citoyenne. Elle est très importante et je crois que ce soit les églises, que ce soit le parti politique, les associations au niveau de la société civile, tous nous avons cette mission d'éduquer, de sensibiliser nos concitoyens afin que nous puissions mieux comprendre les termes et d'éviter d'aller dans les excès ou que nous-mêmes qui sommes au pouvoir également, de pouvoir tordre le combat pour lequel nous sommes battus, qui est l'installation de la vraie démocratie. Donc je dirais que le problème des changements de mentalité est primordial. Et la deuxième chose, c'est une prise de conscience. Je pense que ce n'est pas le parti au pouvoir qui dicte le fonctionnement de cours et tribunaux. Donc les juges ont leur rôle, les militaires ont leur rôle, le médecin ont leur rôle, les citoyens également ont leur rôle. Si chacun de nous exerce son rôle, et je pense que nous aboutirons à la vraie démocratie. Et j'invite à tout Congolais de continuer à se battre pour que nous puissions réellement avoir la vraie démocratie, sans oublier l'opposition, bien entendu, qui a également un rôle à jouer dans cette démocratie. Et nous devons également améliorer et si pas vraiment nous ancrer dans le respect de la culture des textes. Qui sont les vrais promoteurs de la démocratie ici en RDC? Le vrai promoteur de la démocratie, c'est les citoyens congolais. Hein. À mon avis, hein, c'est les citoyens congolais. Hein, parce qu'on ne pourra pas dire que la démocratie, c'est un monopole pour le pouvoir, ni pour l'opposition, la société civile. Hier, nous étions à l'opposition, menions le combat pour la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, continuons à mener ce combat pour la démocratie. Et nous ne devons pas, très souvent, nous confondons la démocratie à un seul secteur qui est la justice. Il y a des acteurs qui essaient de saboter le développement démocratique? Je pense que oui, nous avons un grand exemple de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas démocratique. L'UDPS, c'est un parti qui a milité pendant plus de 37 ans dans l'opposition. En aucun seul jour, nous avons été dans une insurrection. En aucun seul jour, l'UDPS a touché les armes. Je pense que dans la démocratie, on ne fait pas parler les armes. Dans la démocratie, on fait parler les idées. C'est le combat que l'UDPS a mené depuis toute son existence. Et malheureusement, nous voyons l'ancien président de la République, le président Joseph Kabila, qui devait être un modèle, mais qui se retrouve aujourd'hui à la tête d'une rébellion qui décime les populations, qui pille notre pays pour le bonheur, il faut le dire, du Rwanda. Nous avons également un président de la commission électorale, un ancien président de la commission électorale nationale indépendante, qui était les garants de pratiquement l'alternance. Parce que c'est lui qui a organisé des élections, mais qui aujourd'hui, pour un problème personnel, soit-il d'un caréminier, et il se retrouve aujourd'hui à la tête d'une rébellion, tuant les Congolais, pillant le pays. Je pense que ça, c'est un coup contre la démocratie. Et tout Congolais également qui marche contre le prescrit démocratique également est un frein pour la démocratie. Qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la société civile, qu'il soit au niveau de la fonction publique. Nous allons revenir à la situation à l'Est tout à l'heure, mais nous devons également aborder l'actualité politique. Et à la une des journaux, c'est bien sûr, selon les propres déclarations, le gouvernement aurait signé un accord avec les États-Unis concernant les immigrants de provenance d'Amérique latine.
qui sont désormais placés en transit ici à Kinshasa. Trouvez-vous cela judicieux? D'abord, je dois corriger si vous m'autorisez. Il ne s'agit pas d'un accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo. C'est plutôt un dispositif qui existe dans beaucoup d'autres pays. Ce n'est pas un cas particulier pour la République démocratique. Ces dispositifs existent avec le Canada. Ces dispositifs existent même au niveau de l'Union européenne. Je pense qu'à un moment donné, dans certains pays de l'Union européenne, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une demande d'asile, on le retourne dans son pays d'entrée. Ce sont des dispositifs qui existent. Les États-Unis également ont signé beaucoup de contrats avec... ils ont mis en place beaucoup de dispositifs avec beaucoup de pays africains. Il n'y a pas que la RDC, il y a l'Ouganda qui également a ce genre de partenariat avec les États-Unis. Il y a également le Mexique. Vous savez très bien qu'au Mexique, il y a également un centre où on retient, un centre de rétention des migrants qui sont en attente de régularisation de leur situation. Et en aucun cas, c'est une violation des droits de l'homme. La République démocratique du Congo, c'est un pays. Les États-Unis, c'est un grand partenaire. Et nous avons mis en place cette disposition pour pouvoir, dans le cadre de notre collaboration, nous avons également de besoins. La République démocratique du Congo n'a pas que de besoins, mais a aussi à donner. Et je pense que si nous avons une entente avec les États-Unis pour pouvoir accueillir les migrants qui sont en transition, parce qu'il faut bien le dire, les migrants qui sont arrivés ici avec le respect de toutes les règles des droits de l'homme, mais également avec l'accompagnement de l'Organisation internationale des migrations, ils sont là pour un court séjour, pendant que leurs dossiers sont traités au niveau des États-Unis. Et s'ils le veulent, ils peuvent rentrer dans leur pays. Ensuite, ils ont un aboutissement, ils pourront retourner aux États-Unis. Donc, ces dispositifs existent. Il y a, comme je l'ai si bien dit, avec le Canada, avec le Mexique, en Afrique avec l'Ouganda, et il y a tant d'autres pays. Et je ne pense pas qu'il faut que les gens en profitent pour chercher à salir soit l'image du pays, soit à distiller des faussetés auprès de la population. Nous avons des Congolais également qui vont à l'extérieur dans le cadre de la migration. Nous avons des Congolais qui demandent l'asile à l'extérieur. Et la République démocratique du Congo, pour moi, c'est une fierté lorsque les États-Unis constatent que la République démocratique du Congo, c'est aussi un pays qui pourra héberger des citoyens du monde qui sont également dans une situation peut-être inconfortable, ils ne pourront pas rester dans leur pays et que les États-Unis n'ont pas pu les garder et qu'ils viennent à la RDC. C'est-à-dire que ça prouve à suffisance que la République démocratique devient de plus en plus fréquentable. Mais quel est l'avantage de la RDC? Oui, je pense que l'avantage de la RDC, c'est d'abord dans le cadre de cette coopération. Et comme vous le savez, nous avons des accords signés avec les États-Unis pour la sécurisation de notre pays. Nous avons des partenariats signés avec les États-Unis, des accords dans le cadre de l'exploitation des richesses minières de la République. Et je pense que d'abord, en termes d'image, pour moi, c'est d'abord un grand avantage. Et deuxièmement, je me dis, ce n'est pas le côté lucratif qui intéresse le plus dans ces partenariats qui existent. Et moi, je crois que ce qui m'importe beaucoup plus, c'est que la République démocratique du Congo soit réellement une terre fréquentable, qui peut accueillir des gens qui sont en quête d'asile. Je pense que c'est le plus grand avantage pour moi, c'est l'image du pays. Quand il y a des développements de ce genre, il ne manque pas de critiques. C'est tout à fait légitime, raison pour laquelle nous également nous apportons l'éclairage. Mais vous comprenez les critiques qui disent un gouvernement qui a à peine le moyen pour ses propres citoyens va accueillir maintenant les Latinos ici à Kinshasa. Non, mais je pense que les migrants qui arrivent ici ne sont pas pris en charge par la République démocratique du Congo. Ils sont pris en charge par les États-Unis. Et comme je l'ai si bien dit, je ne voulais pas avancer le côté lucre parce que quand les États-Unis financent la prise en charge des migrants, et je crois que c'est des Congolais qui en bénéficient. Ce sont des Congolais qui vont travailler à la restauration. Ce sont des Congolais. Les hébergements seront loués auprès des Congolais parce que l'État n'a pas construit des hébergements pour ça. L'État a pris des bâtiments à louer. Ce sont les hommes d'affaires congolais qui en bénéficient. Je crois que c'est très bénéfique pour le pays parce que ces Congolais également ont besoin de faire des bénéfices.
Et avec ces dispositifs, je donne l'exemple là où les migrants sont logés, ça appartient à un citoyen congolais. Et donc, il va faire des bénéfices. Il a des employés qui seront payés. Et je crois qu'il y a toute une économie qui pourra naître de, de ces dispositifs qui est mis en place, sans toutefois que ça soit une traite des êtres. On pourrait dire que les négociations de ce dispositif, comme vous le dites, étaient négociées à huis clos. C'est ça? Je pense que il ne s'agit pas d'un accord où nous sommes en train de céder une partie du territoire. Je pense que les Congolais, nous devons également faire un effort de comprendre le fonctionnement du pays et nous-mêmes, nous devons respecter la Constitution. Il y a celle, la Constitution, qui régit la marche du pays et les autres lois. La Constitution ne prévoit pas, dans le cadre d'un dispositif, un débat au niveau du Parlement, ce n'est pas obligatoire. Si c'était un accord ou des traités obligatoirement qui doivent être débattus au niveau du Parlement, je pense que le dossier allait passer au Parlement. Ici, il s'agit d'un dispositif entre deux gouvernements. Les discussions sont faites entre deux gouvernements et le gouvernement a communiqué avant l'arrivée des migrants et le gouvernement a communiqué pour l'arrivée des migrants. Donc, dans la mise en place des dispositifs, il y a une communication officielle du gouvernement. Et je ne pense pas que quand le gouvernement doit négocier avec un pays tiers, il fait appel à l'opposition, à la société civile de se mettre sur la même table. Non, nous les informons. Et c'est à la société civile et à l'opposition, à toute la population de pouvoir en juger. Et au moment opportun, s'ils estiment que nous avons mal géré les choses, c'est à eux de nous sanctionner pendant les élections. C'est aussi ça la démocratie. Quelle est la capacité maximale d'accueil? Ou en tout cas, je ne pourrais pas avancer un nombre sur la capacité maximale parce que ça se fait d'une manière évolutive. Et je crois qu'il y a eu un premier groupe de 15 migrants qui sont arrivés. Et au fur et à mesure, je pense que nous aurons la communication du gouvernement. Et c'est aussi le gouvernement qui devra mettre en place les disponibilités pour l'accueil. C'est à ce moment-là que nous allons suivre. Et j'appellerai vraiment le Congolais au calme, à s'apaiser, de ne pas se laisser emporter par les on-dit, soit la diffamation, la désorientation que certains Congolais essayent de faire avec ces dossiers. On a suivi hier, je crois que le président des États-Unis, Donald Trump, qui a parlé sur la question des 1100 migrants afghans qui arrivent, et il a si bien dit lui-même, il n'est même pas au courant de cela. Mais en République démocratique du Congo, on parle déjà des 1000 migrants afghans qui arrivent. Et moi, je pense qu'il faudra également que nous, Congolais, nous puissions éviter la stigmatisation. Les Afghans sont des citoyens du monde comme le Congolais, comme les Angolais, comme le Français, comme les Allemands. Et je crois que l'État congolais est en train de prendre des dispositions pour que la sécurité soit des personnes qui sont en train d'arriver, ne soient pas des personnes qui ont eu à commettre des crimes, et ne soient pas des personnes qui sont dangereuses. Le dispositif d'accueil ici à Kinshasa pour les migrants d'Amérique latine est directement lié à la confrontation à l'est du pays, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. Donc, je crois que la République démocratique du Congo, comme je l'ai si bien dit, c'est dans le cadre d'un partenariat. Aujourd'hui, nous sommes devenus un partenaire stratégique pour les États-Unis. Il y a beaucoup de pays d'Afrique. Aujourd'hui, les États-Unis ont accepté de venir investir aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a plus de 15 ans, peut-être plus de 20 ans, il n'y a pas eu des investissements américains en République démocratique. Et je pense que dans le cadre de ces partenariats, nous avons à recevoir, nous avons aussi à donner, pas seulement pour les États-Unis, mais pour l'humanité aussi. Parce que les Péruviens qui sont ici ne sont pas des Américains. Les Colombiens qui sont ici ne sont pas des Américains, ce sont des citoyens du monde. Et je pense que de la même manière que nous, Congolais, nous sommes accueillis dans d'autres pays, et j'appellerai également des Congolais d'avoir ces cœurs, de pouvoir accueillir les autres citoyens du monde qui sont en transit en République démocratique. Chaque année, le gouvernement dépense des sommes colossales pour les forces armées ici en RDC. Cet argent manque aux écoles et aux hôpitaux. Pourquoi l'armée congolaise a-t-elle tant de mal à remettre les M23 dans leur place? Je pense que ce qui se passe à la République démocratique du Congo n'est pas limité qu'au M23. Et moi, j'estime même que c'est de l'abandon
de la communauté internationale. Parce que la République démocratique du Congo, nous sommes victimes des 30 ans de guerre. Nous sommes victimes des massacres de plus de 12 millions de Congolais parce que nous avons été de bonne foi. C'est la communauté internationale qui avait demandé à la République démocratique du Congo en 1994 de pouvoir accueillir le Rwandais qui fouillait les massacres dans leur pays. Mais aujourd'hui, nous en sommes victimes. Et les forces armées congolaises ont connu beaucoup de problèmes. Vous savez, depuis l'époque de Mobutu, il n'y a pas que les forces armées congolaises, c'est même toute la société. Nous avons connu la corruption qui a gangréné la société congolaise. Ce n'est pas que le fait de l'armée. Et aujourd'hui, je l'ai dit, moi, je jette le fleur à notre armée qui est en train de se reconstruire. Donc, j'en profite pour féliciter le commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui a mis en place une armée qui aujourd'hui a extirpé de l'armée le traître, qui aujourd'hui est en train de rajeunir l'armée, qui aujourd'hui est en train d'équiper l'armée, qui aujourd'hui est en train de motiver l'armée. Et le travail également abattu par l'actuel ministre de la Défense, son Excellence Guy Modianvite, et tous ses prédécesseurs. Et je crois que chacun d'eux a mis une brique pour construire ce grand édifice qui est l'armée congolaise. Et donc, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, elle est une situation complexe. Il y a le Rwanda qui est derrière. Le Rwanda, c'est un pays qui a connu plus de 20 ans de paix. Donc, ils ont pendant tout ce temps construit leur armée. Pendant que la République démocratique du Congo, pendant plus de 30 ans, on a connu que la guerre. L'armée était infiltrée suite au mixage, au brassage, proposé toujours par le Rwanda, et avec la communauté internationale qui a accompagné ces différentes opérations. Et je pense qu'on doit laisser aux forces armées de la République démocratique du Congo le temps de se refaire, de se renaître. Et je pense qu'aujourd'hui, notre armée est en train de le prouver sur le terrain. Et le Rwanda, malgré tous les dispositifs qu'ils ont, malgré tout l'accompagnement qu'ils ont, malgré tous les financements qu'ils reçoivent, notamment de la part de grandes institutions, je n'aimerais pas citer des noms ici. Vous savez très bien que moi, il y a des grandes communautés, que ce soit au niveau de l'Europe, ils ont des contrats avec les États-Unis et même particulièrement des contrats bilatéraux avec des pays européens qui financent, qui accompagnent l'armée rwandaise pendant que l'armée congolaise était sous embargo. Je pense que ce n'est pas de la magie pour que d'aujourd'hui, que nous puissions avoir déjà en moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, une armée véritablement républicaine est bâtie. Je crois qu'il y a un grand travail qui est effectué. Et moi, je soutiens, je félicite les militaires de notre armée qui donnent de leur sang pour défendre notre patrie. Nous sommes ici à Kinshasa et parfois quand je fais un peu le suivi de la discussion autour de la confrontation à l'Est, j'ai l'impression que cet conflit est traité comme un conflit dans un autre pays, à 2000 km de la Non, capitale. je ne pense pas. Je ne pense pas parce que d'abord, il faut le dire, le budget national d'abord est amputé, pardon, de recettes de l'Est du pays. Des gens qui sont à Kinshasa ont des familles à Goma, à Bukavu, à Masisi, à Kaleye, à Walungu, à Fizi, à Minembwe. Ils en souffrent. Et nous également, nous-mêmes qui sommes au pouvoir, nous en souffrons également. Parce que vous l'avez si bien dit, des millions qui devaient être peut-être affectés dans le social, des millions qui devaient peut-être être affectés dans l'éducation ou soit dans les investissements sont affectés à la défense. Et je crois que c'est également un coup pour tout le monde. Et il n'y a aucun Congolais, qu'il soit à Boudjala, qu'il soit à Zongo, qu'il soit à Puerto, qu'il soit même à Nirangongo, n'accepte la situation qui se passe à l'est de notre pays. Et c'est tout Congolais qui est solidaire envers la population de l'Est. Nous ne voyons pas cette guerre à 2000 km. Nous sentons cette guerre dans notre chair. Parce qu'il y a eu des manifestations de femmes, de la société civile, des partis politiques, en soutien à nos forces armées et même dénonçant l'agression rwandaise et les exactions du M23. La RDC a certainement besoin de soutien de l'extérieur pour faire face aux défis à l'Est.
Vous avez mentionné le rôle stratégique des États-Unis. Est-ce que vous ne comptez plus sur les Européens? Bien sûr que oui, les Européens sont un partenaire de longue date. La République démocratique du Congo, nous sommes ouverts au multilatéralisme. Les Européens, récemment, le président de la République a effectué une visite en France et il y a moins d'une semaine, il avait rencontré le président Macron. Il y a moins d'une semaine, le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président Erdogan en Turquie, à Antalya. C'est toujours dans le cadre de cette collaboration entre la République démocratique du Congo et les pays européens. Donc l'Union européenne reste un partenaire stratégique. De la même manière que nous sommes ouverts vers la Chine, restons ouverts, ouvertes vers l'Europe et nous sommes disposés vraiment à continuer à renforcer cette coopération parce qu'il faut quand même le dire. Nous avons également reçu beaucoup de soutien de l'Union européenne dans le cadre de cette guerre d'agression à l'est de notre pays parce qu'il y a le Parlement européen qui a fait de condamnations, mais nous attendons encore des sanctions effectives envers le Rwanda, comme les États-Unis l'ont fait. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des partenaires allemands? Comme vous savez que l'Allemagne, c'est pour nous un pays modèle, hein. Et le rêve du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Vis-à-vis de l'Allemagne, nous avons beaucoup d'attentes, notamment d'abord l'accompagnement dans le renforcement de la démocratie. Et vous le faites déjà bien. La Fondation Friedrich Ebert fait ses travaux grâce au soutien du gouvernement allemand. Et grâce au soutien du gouvernement congolais, d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est déjà quelque chose de très positif pour nous. Il y a également d'autres fondations allemandes qui sont ici, que je ne citerai pas le nom, mais que vous savez, vos fondations sœurs, qui sont ici, qui travaillent également dans ces mêmes objectifs. Nous attendons également de nos partenaires allemands des investissements en République démocratique du Congo. Je me rappelle bien, à l'époque, j'étais ministre de la Jeunesse, j'ai reçu 4 membres du Bundestag qui étaient membres de la CDU. Nous avons eu énormément de discussions en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et je pense qu'à cette époque, je leur avais dit, nous avons besoin de recevoir le soutien, du reproche, un accompagnement, mais pas que des leçons. Pendant que l'Europe tout entière, soit l'Allemagne en particulier, est en train de limiter ses investissements en Afrique. Et de l'autre côté, la Chine investit en Afrique, et particulièrement dans la République démocratique du Congo et dans le mine du Congo. Mais au finish, ce sont les grandes sociétés allemandes qui rachètent des batteries qui sont produites en Chine. Donc je me dis, si l'Allemagne ne veut pas directement venir investir en République démocratique du Congo, de toutes les façons, l'Allemagne paye plus cher parce qu'elle obtient les produits finis achetés en Chine. Or, elle pouvait directement obtenir leurs produits bruts en République démocratique du Congo. Et je pense que c'est ce que les Américains ont compris. Donc, nous attendons également les grandes entreprises allemandes venir en République démocratique du Congo, mais nous n'allons pas empêcher l'Allemagne de pouvoir critiquer là où ça ne marche pas. Nous restons vraiment ouverts, la République démocratique du Congo, à recevoir aussi ces critiques. Mais les critiques ne doivent pas être conditionnés. Les investissements, pardon, ne doivent pas être conditionnés qu'aux critiques. Parce que sinon, au finish, aujourd'hui, on nous reproche le partenariat avec les États-Unis et l'Union européenne pense que nous avons abandonné notre partenaire privilégié parce que depuis un temps où la République démocratique du Congo n'était plus en partenariat avec les États-Unis, nous avions l'Union européenne avec nous. Pour preuve, il y a beaucoup de routes qui ont été financées par l'Union européenne ici dans notre pays. Il y a beaucoup de projets d'infrastructures, des projets hydroélectriques qui sont financés par l'Union européenne en République démocratique du Congo et même des projets environnementaux. Donc, nous ne pouvons en aucun moment nous défaire de ces grands partenaires. Et comme je l'ai si bien dit, nous avons aussi beaucoup à apprendre de l'Allemagne. Moi, je me dis toujours, je crois un jour à une réconciliation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous avons vu ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, ces deux pays sont des moteurs pour l'Europe. Et je crois que c'est aussi pour nous une école
c'est pédagogique pour nous. Nous avons beaucoup à apprendre également de ce qui s'est passé pour qu'il y ait réellement cette entente, l'accord franco-allemand, qui pourra aussi nous inspirer pour que demain, avec peut-être le Rwanda, nous pouvons également avoir la vraie paix. Et au-delà de ça également, nous attendons également de l'Allemagne l'ouverture, parce que vous savez, M. Constantin, il est très difficile, très souvent aux Congolais, de pouvoir effectuer les études dans les universités allemandes. Or, nous savons que l'Allemagne, c'est également un pays qui a une grande culture de formation, qui a de grandes écoles et de bonnes écoles également. Nous estimons que le renforcement également de la coopération dans le domaine de l'éducation est très important pour pouvoir permettre également aux Congolais de pouvoir effectuer leurs études en Allemagne, comme beaucoup de pays le font à travers de bourses. Aujourd'hui, la Chine est très avancée également euh, dans ces cadres-là. La liste des besoins pour la RDC peut être longue, mais vous pensez que les Européens conditionnent trop leur coopération? Oui, je pense que les Européens conditionnent trop leur coopération. Ils évaluent toujours leur coopération par rapport aux avancées démocratiques. Comme je l'ai si bien dit, nous ne sommes pas contre des critiques. Là où ça ne marche pas, on peut critiquer. Les Européens conditionnent les investissements à la corruption zéro qui n'existait pas. Le combat contre la corruption, c'est un combat qui est mené par l'humanité. Autant il y a la corruption en République démocratique du Congo, autant il y a la corruption en Europe, en Amérique, en Asie. Mais nous attendons plutôt l'accompagnement de l'Union européenne, comme elle le fait toujours aussi dans le cadre des écoles de formation de police judiciaire. Et nous avons une grande institution que le président de la République a relancée ici, l'IGF, qui fait un grand travail dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous attendons également un grand accompagnement de l'Union européenne de ces côtés-là. Et je crois que l'Europe doit également réévaluer sa politique vis-à-vis de ses partenaires africains, permettre à ce que demain, nous ne soyons pas critiqués, que nous sommes tournés vers la Chine, nous sommes tournés vers les États-Unis. Nous avons également besoin d'être toujours en coopération avec l'Europe, parce qu'il faut quand même le dire, l'Europe reste la plus grande et la première destination des Africains, notamment des Congolais, en termes que ce soit de tourisme d'affaires, en termes de tourisme éducatif, en termes de tourisme médical, et même en termes de tourisme tout court, des loisirs, du tourisme de loisirs. Les Congolais vont plus en Europe que dans d'autres pays. Donc, ça prouve à suffisance que l'Europe reste vraiment un partenaire stratégique. Et nous voulons que la coopération, soit la collaboration, soit dans un respect mutuel. Nous sommes à une semaine d'une visite de haut niveau de M. Lars Castellucci, qui est le délégué spécial du gouvernement d'Allemagne en termes de droits humains et aide humanitaire. Quelle est la situation des droits humains ici en RDC en ce moment? La situation des droits humains, aujourd'hui, elle est aussi en difficulté. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de l'Est de notre pays est occupée par les rebelles, ce qui fait que ces Congolais-là, ils ont des droits qui sont bafoués. Avec le M23, il n'y a pas le respect des droits de l'homme, il n'y a pas de respect des droits humains, il n'y a pas l'accès aux soins aux Congolais, il n'y a pas de liberté, il y a des journalistes qui sont arrêtés, il y a des meurtres sans jugement. Je pense que ce sont quand même des faits qui ternissent non seulement l'image de la République démocratique du Congo, mais également qui bafouent le droit, parce que vous le savez bien, à un moment donné, il y avait une province dans notre pays qui était considérée comme la capitale mondiale du viol. Ce n'est pas le feu du gouvernement, ce n'est pas le feu du Congolais, mais c'est le fait d'un pays agresseur qui a utilisé le viol comme une arme. Je le dirais bien que c'était le Rwanda. Et je crois que tous ces faits ont fait que ralentir la marche de la République démocratique du Congo vers le respect total des droits humains. Et du côté du gouvernement, il y a beaucoup d'efforts qui sont effectués. Nous travaillons en collaboration avec la société civile. Il y a également une session d'appui à la démocratie qui est le CNDH, qui fait un monitoring, un grand travail de monitoring également sur les différents cas rencontrés
des violations des droits de l'homme. Et également du côté du gouvernement, nous avons des cours et tribunaux également, nous avons la police qui fait ce travail-là, mais je pourrais pas me permettre de dire que en République démocratique du Congo, dire qu'il y a tous les droits qui sont respectés. Non, il y a un grand travail qui est effectué. Il y a beaucoup d'efforts effectués qui ne sont pas que les efforts du gouvernement, qui sont également les efforts de tous les citoyens, qui sont les efforts des forces armées, des cours et tribunaux, parce que c'est eux également qui sont protecteurs de la paix sociale. À chaque fois qu'un Congolais se sent lésé, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées. À chaque fois qu'un Congolais se sent lésé, il peut aller en justice, même face à des personnes qu'on appelle des hommes forts. Et je crois que c'est déjà beaucoup d'avancées avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également de la part de nos magistrats également qui ont compris réellement qu'en République démocratique du Congo, tout le Congolais a droit à la justice. Comment ça va se faire, donc le droit à la justice, une fois les M23 vont quitter Nord Kivu, Sud Kivu, comment les Congolais peuvent aspirer que les gens qui ont commis des crimes sont jugés par la justice congolaise? Oui, je pense que la première des choses, ça sera le retour d'abord à l'ordre judiciaire. Parce que, comme vous le savez, le M23 a recruté des magistrats. Ce n'est pas de leur prérogative, c'est une prérogative régalienne. Ce sera d'abord le retour à l'ordre judiciaire dans tous les espaces occupés. Et les Congolais auront maintenant le droit d'aller en justice contre ceux qui ont commis des crimes. Et moi, je ne pense pas que tous les accords que nous sommes en train de signer pour la paix à la République démocratique du Congo doit être l'accord à l'impunité. Ceux qui ont commis des crimes, ils doivent en répondre. Il faut tourner la page un peu vers le parti UDPS. Le monde politique de Kinshasa attend avec impatience depuis un bon moment le congrès du parti principal de pouvoir. D'où vient ce retard? Je pense que l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, est parti cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en marche vers l'organisation de son congrès extraordinaire. Il y a la commission qui a été mise en place par le président intérimaire du parti, l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya. Et la commission a finalisé ses travaux. Il y a le rapport qui lui ont été soumis, qui attendent également un avis de l'autorité des références du parti, qui est le président de la République, qui fera peut-être des orientations, soit pourra proposer également, parce que, comme vous le savez, il est membre du parti, mais il est empêché. Donc, il pourra peut-être donner certaines orientations qui nous permettront d'organiser notre congrès. Donc, c'est pour bientôt, étant donné que les deux commissions qui ont été mises en place sous sa houlette, sous sa bénédiction, ont y à finaliser leurs travaux. Qu'est-ce qu'on sait déjà de l'agenda du congrès? Le plus grand agenda dans le congrès, c'est la modification des textes du parti. Et bien entendu, nous avons également actualisé le programme politique de l'UDPS. Pour le reste, je pense que c'est les congressistes qui vont décider de ce qui n'a pas été encore proposé dans les travaux qui ont été organisés dans les commissions préparatoires, les deux commissions préparatoires. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Dans quelle manière le parti est le parti de la jeunesse congolaise? Oui, je pense que la Ligue des jeunes de l'UDPS, aujourd'hui, c'est une grande force dans notre pays, parce que nous sommes représentés à travers toute la République. Nous sommes également issus de cette jeunesse congolaise. Donc, on ne doit pas séparer la jeunesse de l'UDPS de la jeunesse congolaise. Nous sommes issus de la jeunesse congolaise et nous sommes une frange de la jeunesse congolaise qui, aujourd'hui, et je peux me permettre de le dire, est en train d'applaudir et d'appuyer les grandes réalisations du président de la République en faveur des jeunes. Comme vous le savez, M. Constantin, c'est depuis l'arrivée du président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il y a un grand processus de rajeunissement de la fonction publique. C'est depuis l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
que les jeunes sont associés à la prise de décision. Démontré à travers les différents gouvernements qui sont sortis, à travers les différentes mises en place dans les institutions publiques, qu'il a réservé une place de choix de jeunes et de femmes. Et je pense que ça fait le bonheur de jeunes Congolais. Et il a également énormément investi dans l'éducation de jeunes à travers la construction des universités, à travers la construction et la réhabilitation des écoles. Et là, il y a un grand programme de construction de 15 universités à travers le pays. Il y a certaines qui ont déjà été inaugurées, notamment à Mbujimayi, notamment à Kananga. Il y a l'INBTP qui a été réhabilité, l'Université de Kinshasa qui a été réhabilitée. Il y a également l'Université de Bunia qui est pratiquement finie, l'Université de Mbandaka où les travaux s'accélèrent. Et je crois que c'est un grand investissement pour la jeunesse congolaise. Également la gratuité de l'enseignement, qui est un ouf de soulagement pour le parent, qui est également un ouf de soulagement et je me dis même un salut pour les enfants congolais. Vous imaginez, Constantin, nous avions pas moins de 6 millions d'enfants qui étaient en dehors des circuits scolaires. Et grâce au programme de la gratuité de l'enseignement, ces enfants ont repris le chemin de l'école. Et je pense que les jeunes Congolais ont une place de choix dans la gouvernance de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et également dans le secteur entrepreneurial. C'est grâce au président Tshisekedi que réellement aujourd'hui, le jeune Congolais ont l'accès au niveau des marchés publics à travers la politique mise en place au sein de l'ARESP, qui est l'agence de sous-traitance dans le secteur privé. Mais également, il y a eu beaucoup de programmes de financement. Le plus grand programme de financement, c'était le premier plus grand programme de financement, c'était le PAD-MPME, qui était un financement d'environ 100 millions de dollars pour financer les jeunes entrepreneurs congolais. Il y a eu la création du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, soit qui est une institution publique qui devra accompagner les entrepreneurs. Il y a eu la transformation de l'ANADEC, qui est l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, qui était OPEC, pour accompagner les entrepreneurs. Il y a eu la construction de la maison des entrepreneurs. Il y a eu le financement, l'accompagnement des incubateurs. Et récemment, il y a eu le programme Transform avec un financement de 300 millions de dollars. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'important que le président de la République a donné pour les jeunes à travers l'entrepreneuriat, c'est la loi sur l'entrepreneuriat. C'est une loi qui n'existait pas dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous avons une loi de l'entrepreneuriat qui accorde beaucoup d'avantages aux jeunes et c'est l'occasion également de faire un plaidoyer auprès du président de la République pour pousser le gouvernement à pouvoir, si je peux me permettre de le dire, donc à pouvoir signer les différents arrêtés pour la mise en œuvre des avantages qui sont prévus dans la loi pour tous les entrepreneurs, mais plus particulièrement pour les jeunes entrepreneurs. Restons un moment au niveau de l'UDPS. Avec votre permission, il y a des partis politiques qui utilisent la jeunesse pour applaudir l'élite de parti, la direction de parti. Dans quelle manière la jeunesse de l'UDPS contribue à la vie du parti? Je pense que la jeunesse de l'UDPS, c'est quand même une jeunesse particulière parce qu'elle a été au front, elle a été au combat à côté des aînés et aujourd'hui, elle est à la gestion avec les aînés au sein du parti. La jeunesse de l'UDPS, différemment de jeunesse des autres partis, n'est pas qu'une jeunesse d'applaudisseurs. Moi-même qui vous parle en face, je suis président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, j'ai été 5 ans au gouvernement. Donc, j'ai participé à la prise de décision. Il y a beaucoup d'autres collègues de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Aujourd'hui, le ministre des Finances, il est de la jeunesse de l'UDPS. Donc, il a un rôle clé dans la gouvernance. L'ancien vice-ministre des Finances, le ministre des Finances actuel, c'est le ministre Fouamba, Excellence Doudou Fouamba, qui est également membre de la jeunesse de l'UDPS. L'ancien vice-ministre des Finances, Excellence Junior Mata, qui est actuellement directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, membre de l'UDPS, il a participé à la gouvernance. Nous avons également des dames de la Ligue des jeunes de l'UDPS, notamment Eliane Potopoto, qui est également dans les services SAIMAP, qui
accompagne les artisanaux dans le secteur minier, qui est membre de la Ligue des jeunes de l'UDPS, ainsi que son directeur général Kapongo, qui est membre de la Ligue des jeunes de l'UDPS. J'en peux citer autant. Nous avons également le président du conseil d'administration de l'OGEFREM, qui est un grand établissement public dans le multimodal, qui est également vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Nous avons également le président, un des vice-présidents également, Emmanuel Ngoy, qui est président du conseil d'administration du Fonds de promotion culturelle. Un autre vice-président est également président du conseil d'administration d'Olanapac. Ce qui prouve à suffisance que le président de la République a associé les jeunes de l'UDPS dans la gestion et également au sein du parti. Nous participons dans la marche du parti. Pourquoi? Parce que nous sommes associés par les présidents intérimaires. Il n'y a pas de grandes décisions qui se prennent au sein du parti sans que nous soyons associés. En termes de gestion, en termes de la marche, de l'organisation du parti. Moi-même, ici, et beaucoup de mes collègues au sein du comité directeur de la Ligue des jeunes, nous sommes 2 fois orientés, soit envoyés en mission, que ce soit à l'intérieur du pays, pour superviser la marche du parti sous la bénédiction de l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya, qui est le président intérimaire du parti. La Ligue des jeunes également est associée dans le réunion de la présidence du parti, parce que nous participons également dans le réunion de la présidence du parti à travers moi, le président, ainsi que les membres de mon bureau. Donc, ce qui prouve à suffisance que dans l'UDPS, la jeunesse du parti a sa place de choix, que ce soit dans la prise de décision, mais également dans la gestion, que ce soit de la chose publique et du parti. Et je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a des mises en place des postes politiques, nous sommes également associés à la discussion. Quand le président intérimaire du parti, l'honorable Augustin Kabouya, met en place des commissions, nous sommes associés. Et même dans la formation, nous sommes également associés. Récemment, nous avons eu nos partenaires de l'ANC. Il y avait une école politique ANC UDPS qui a eu lieu ici à Kinshasa. Les jeunes de l'UDPS ont pris part également à ces assises, à ces discussions, à ces partages d'expériences. À chaque fois que lui-même, l'honorable secrétaire général, qui est également premier vice-président de l'Internationale socialiste pour la zone Afrique ici, à chaque fois qu'il participe dans de grands congrès, il associe également la jeunesse de l'UDPS. Nous avons également un de mes vice-présidents qui est également vice-président au niveau de l'IUC, qui est l'Union internationale de la jeunesse socialiste, qui très souvent également avec l'honorable Junior Loukadi, qui est le chef du département de relations extérieures de la Ligue des jeunes de l'UDPS, qui participe à certaines activités à l'extérieur du pays dans le cadre de l'Internationale socialiste ou de l'Alliance progressiste, où moi-même je participe souvent aussi, mais sous la bénédiction du chef du parti actuellement, qui est l'honorable Augustin Kabouya, le président intérimaire. C'est pour vous dire que nous sommes réellement associés dans la marche du parti. Je vois. Avant de continuer dans la discussion thématique, mettons en place un petit bloc publicitaire, si vous voulez. Si quelqu'un veut s'adhérer au parti UDPS, c'est compliqué, c'est facile, comment ça se passe? Non, c'est plus facile. L'article 4 de nos statuts les disent, l'adhésion à l'UDPS, elle est libre pour tout citoyen congolais âgé de 18 ans, à partir de 18 ans. La personne n'a qu'à s'adresser à la cellule locale, donc à sa cellule de résidence, qui est on peut considérer comme les quartiers, à son quartier de résidence, qui constitue une cellule pour l'UDPS. Et il sera reçu, il sera enregistré et il sera également bien accueilli et il recevra les ABC de l'UDPS. Et je lance un appel à toute la jeunesse congolaise, à tous les citoyens congolais, de pouvoir adhérer à l'UDPS, parce que l'UDPS reste le seul parti qui se bat réellement pour la démocratie et le progrès du peuple congolais. Vous ne faites pas un peu le filtrage idéologique, programmatique, je veux dire? Ou vous Euh, acceptez toutes nous, les nous, mandats nous, nous, d'adhésion? nous acceptons tout le monde, nous acceptons tout le monde, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa tribu, quelles que soient ses origines. Et après, c'est à ce moment-là que nous allons apprendre à la personne les valeurs fondamentales, d'abord de la social-démocratie, auquel l'UDPS adhère, mais également les textes et les objectifs de l'UDPS.
Plusieurs figures influentes du parti se prononcent en faveur d'une modification de la Constitution. Docteur, vous avez désormais l'occasion de prendre position maintenant. Donc, êtes-vous contre ou pour? Vous connaissez ma réponse. Je m'imagine. Je vous donne la parole. Je ne peux être que pour le changement de notre constitution. Pourquoi? J'ai été dans la gestion du pays. J'ai compris que la constitution également a beaucoup de points qui constituent aujourd'hui le frein pour le développement de notre pays. Par exemple, Par exemple, le premier grand exemple, moi je suis pour la suppression de plusieurs institutions que je trouve budgétivores. Je ne dirais pas inutiles, mais je pense que dont on peut s'en passer, notamment le Sénat. Dans le cadre de, du renforcement de la démocratie, mais aussi de la lutte contre la corruption, je suis pour une élection directe de gouverneur. Parce qu'il faut quand même le rappeler, les élections de gouverneurs en République démocratique du Congo, aujourd'hui, on peut se permettre de les dire, c'est une occasion de manifestation de la corruption. Nous savons comment ça se passe, c'est entre nous, nous devons le dire. Je suis pour la suppression également d'autres institutions d'appui à la démocratie que je trouve budgétivores. Je suis pour la suppression du Conseil économique et social. Je suis pour la suppression des élections au niveau local. Nous n'en avons pas le moyen. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 2026, ça fait 20 ans que nous avons débuté nos cycles électoraux. Nous ne sommes pas en mesure de le faire, bien qu'en 2023, nous sommes allés jusqu'aux élections municipales, mais nous nous sommes arrêtés à un moment donné. Et je pense que nous n'avons pas, pour l'instant, le moyen de pouvoir copier l'organisation institutionnelle des grandes démocraties européennes ou américaines. Donc, nous devons adapter notre constitution aux réalités congolaises. Et ça, je lance également un message à très souvent le juriste, le constitutionnaliste veulent résumer la constitution à leur domaine particulier. Non, la constitution, elle est là pour tout le monde, pour tout Congolais. Nous savons comment cette constitution a été élaborée. Nous savons que cette constitution a été importée. On peut bien dire qu'il y a eu une commission qui a été mise en place à Kinshasa, mais le Bosch, nous savons d'où elle vient, d'une université de la Belgique. Ce n'est un secret pour personne. Et je crois qu'il est temps que les Congolais se mettent ensemble pour pouvoir discuter de la Constitution, pour pouvoir réfléchir sur la marche du pays demain selon nos réalités. Et dans la Constitution également, je suis pour la criminalisation des faits de guerre. Quelqu'un qui prend les armes pour tuer des Congolais, et je pense que moi je propose que dans la Constitution, que la déchéance de sa nationalité soit écrite. Nous le voyons ailleurs. Ceux qui font l'apologie du terrorisme en France, ils sont déchus de leur nationalité. Mais ceux qui prennent les armes pour tuer des Congolais, ils deviennent des ministres. Ils sont accueillis en pompe. Et je crois que lorsque nous allons inscrire la criminalisation de la rébellion dans notre pays, il y a beaucoup de Congolais qui comprendront qu'ils ne choisiront plus la voie de la rébellion pour arriver au pouvoir. Je suis pour l'ouverture à la double nationalité, aux multiples nationalités. Pourquoi doit priver un Congolais qui a acquis une autre nationalité pour ses raisons personnelles et on l'empêche d'être considéré comme Congolais? De quel droit nous pouvons le permettre? Et je suis pour qu'un autre citoyen du monde qui accepte de prendre la nationalité congolaise puisse en bénéficier dans le respect des lois de la République démocratique. Et je pense que c'est autant de choses qui me poussent, autant d'arguments qui me poussent à vouloir le changement de la Constitution. Quand vous dites qu'il faut se mettre autour de la table pour en discuter, ça veut dire qu'il y aura une conférence nationale?
Pas forcément une conférence nationale parce que je me dis ça, vous venez d'ailleurs de me mettre de l'eau dans la bouche. Moi, je suis de ceux qui estiment que nous devons recourir à la constitution élaborée par la conférence nationale de 1992. Parce que c'est une conférence qui a pris en compte toutes les couches de la population, la société civile, l'opposition, la majorité. Malgré la faiblesse de l'époque, c'est au moins 2500 citoyens zaïrois à l'époque, qui ont eu à discuter pour proposer une constitution du Zaïre à l'époque. Et je crois que ce que le président de la République avait promis, c'est de mettre en place une conférence qui pourra regrouper des Congolais de tous bords, opposition, majorité, société civile, pour discuter sur ce qui devra être notre constitution. Et moi, dans le cadre d'un souhait, je pense que nous pouvons nous servir de la constitution de la conférence nationale comme texte martyr. Dans le monde aujourd'hui, ces genres de discussions sont toujours observés par des acteurs au niveau international. Euh, et la question de la modification de la Constitution s'est réduite le plus souvent à la problématique du troisième mandat pour Félix Tshisekedi. Est-ce que vous... Je pense que ce ne sont que des intentions. Le président Tshisekedi, en aucun jour, il a parlé aux Congolais qu'il va faire un troisième mandat. Il a promis de respecter la Constitution, c'est ce qu'il fait. Et c'est l'occasion de m'adresser, que ce soit à la communauté internationale, mais également à la communauté nationale, de ne pas se laisser emporter par des gens qui prêtent des intentions au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous les savons très bien. Même la communauté internationale, de fois, elle est trop critique quand on parle des changements de la Constitution dans notre pays. Mais vous le savez mieux que moi, l'Allemagne, en moins de 100 ans, a changé 68 fois sa Constitution, ou a révisé. Je crois que l'Allemagne révise sa Constitution une fois l'an. Ça, c'est vrai. Les discussions étaient parfois dures, je dirais, de notre expérience. Mais à la fin de la journée, on s'entend et on va Exactement. aller devant. La République sud-africaine, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, a 19 fois retouché à sa Constitution. La France, plus de 27 fois, a retouché à sa Constitution. Et je pense que la République démocratique du Congo a le droit de pouvoir réfléchir sur des textes qui vont permettre la bonne marche de son pays, le développement de son pays, sans toutefois que les gens prêtent des intentions à telle autre personne. Si la Constitution qui sera modifiée accorde la possibilité à son Excellence président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ou au président Kabila, ou au président Katumbi, à tout le monde le même droit. Et je ne vois pas pourquoi on voudra limiter les droits de M. Félix Tshisekedi. D'où vient cette obsession de la communauté internationale de se concentrer sur la question du troisième mandat? Je pense que c'est des fausses accusations qui viennent souvent de l'opposition. Croyez que la communauté internationale écoute plus l'opposition congolaise que le gouvernement? Non, je ne pense pas. La communauté internationale, elle est aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, un grand partenaire du gouvernement congolais et nous saluons vraiment ces partenariats, nous saluons cette collaboration et nous saluons même le soutien de la communauté internationale à la RDC face à l'agression. Nous saluons également, nous remercions également la communauté internationale qui nous accompagne tout le temps, même à travers les aides humanitaires, surtout pour les populations qui sont déplacées. Dernière partie, docteur, avec votre permission, on doit chuter bientôt. L'équipe nationale de foot s'est qualifiée pour la phase finale de Coupe du Monde pour la première fois depuis 52 ans. Quelles sont les chances de l'équipe? Je commencerai d'abord par féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui était le premier supporter et qui était le plus grand soutien de notre équipe nationale, mais également le ministre des Sports, Excellence Didier Boudimbou, qui a réalisé le rêve du Congolais parce que c'est lui qui a été au management de notre équipe nationale à travers sa structure fêtière qui est la Fédération congolaise de football, à travers son comité de normalisation CONOR. Il y avait Madame Belinda, et en fait, c'est une dame qui était à la tête de
la Fédération congolaise de football qui a encadré les Léopards. Et aujourd'hui, grâce à notre staff technique également qui a bien coaché, nous avons obtenu notre qualification après une épreuve dure. Il y a 13 matchs, contrairement à d'autres pays. Nous avons joué 13 matchs pour obtenir notre qualification. Nous sommes passés des finales en finale pour obtenir notre qualification. Et cette qualification n'a pas été obtenue dans une terre africaine, mais bien entendu, nous l'avons obtenue en Amérique du Nord, au Mexique. Et je crois que nous avons l'espoir. Nous n'allons pas rééditer ce qui a été fait en Allemagne en 1974, mais je reste convaincu que nous allons faire une bonne prestation parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, nous avons une équipe nationale qui est aguerrie. Nous avons une équipe nationale où des joueurs jouent le même championnat que des joueurs portugais, des joueurs colombiens, des joueurs français. Et je crois qu'on n'a aucun complexe là-dessus. Et avec le soutien de tout le Congolais, nous allons faire bonne figure. Je ne dirais pas que nous serons en demi-finale ou en quart de finale, mais néanmoins, je reste convaincu que nous allons faire bonne figure après 52 ans d'absence. Il faut quand même le dire. L'Italie n'est pas à la Coupe du Monde, mais la RDC est à la Coupe du Monde. C'est une fierté. Là où il y a l'espoir, il y a les attentes aussi. Vous ne pensez pas que les attentes du public congolais et peut-être aussi les attentes de la classe politique ici à Kinshasa font trop de pression sur le joueur après? Non, je ne pense pas. Les joueurs sont accompagnés. Il n'y a pas trop de pression. Nous sommes allés à la CAN. Nous avons été éliminés à un stade. Nous sommes allés à la qualification. Le Congolais soutient plus notre équipe nationale que fasse pression. On ne fait pas trop pression à l'équipe nationale, on le soutient d'ailleurs beaucoup plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une fierté également pour nos joueurs et ils le savent également, ils ont ces devoirs-là de pouvoir retourner aux Congolais et également la joie. Parce qu'il faut quand même le dire, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo est parmi les équipes qui sont bien prises en charge par leur pays. Je n'entrerai pas dans les détails pour dire que nous avons quand même aujourd'hui une équipe qui reçoit quand même de bonnes primes, qui voyagent dans de bonnes conditions, qui sont hébergés dans de très bonnes conditions, contrairement dans le passé où le joueur réclamait chaque fois des primes avant de monter sur terrain. Et ça n'a fait que jouer sur la morale, la mentalité ou les psychiques de nos joueurs et l'équipe n'était pas performante. Mais aujourd'hui, les joueurs vraiment sont bien pris en charge, que ce soit les staffs techniques, et nous n'attendons que de bons résultats. Nous ne leur faisons pas pression, nous ne leur demandons pas d'aller en demi-finale ou en finale, mais si ça arrive, ça serait une joie pour nous. Parce qu'on ne pouvait pas croire que la République démocratique du Congo pouvait battre à tour de rôle le Cameroun, le Nigeria et la Jamaïque. Bon, pourquoi pas se rencontrer avec l'Allemagne au final de Coupe du Monde, donc. Ça serait un grand plaisir pour nous. Pour pouvoir corriger 1974. Nous remercions Dr Yves Bonkolo, ancien ministre du Tourisme et de la Jeunesse, auteur du livre RDC, la destination surprise et actuellement président de la Ligue des jeunes du parti UDPS pour son temps, ses analyses et ses partages. Avec tous nos remerciements, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Les rêves des léopards rouges. Politique et société en RDC. Un podcast de la Fondation Friedrich Ebert. Production, John Macassi.